Donc, voilà ce qui est le propre de cet art, qui est, comme on le dit, mais en histoire on n'aime pas beaucoup dire, que c'est un reflet, c'est un miroir. Donc voilà. Je voulais aussi dire que c'est une heure 20h un peu ingrate, puisque je suis en concurrence avec les séries télévisées, les journaux où vraiment ces informations continuent. Et puis donc hier, j'aurais eu la concurrence de l'arrivée au pouvoir de Biden, donc je pense que vous auriez été peut-être moins captif que ce soir. Alors, dans cette conférence, quand on parle de réception, mais à cette heure-ci et dans le contexte actuel, je ne peux pas faire une conférence telle qu'on imagine lorsqu'on parle de réception, puisque cela touche essentiellement, bien sûr, au cinéma, et je vais en parler, mais aussi à une question qui est importante, à l'économie du cinéma. Et ça serait très fastidieux de commencer à faire des diapositives ou des partages d'écran avec des chiffres qui, évidemment, ne répondent pas tellement à une réflexion commune. Et moi, je crois que toujours, quand je me penche sur une question, que ce soit l'histoire ou l'histoire culturelle, j'aime bien avoir une réflexion, mais surtout la partager. Et surtout, je crois que dans tout ce qui est le travail qui peut être fait, aussi bien au niveau de la recherche que de l'enseignement, que dans ce qui est fait dans le cadre du festival, je crois que vous avez bien perçu jusqu'à présent que toutes ces missions, en réalité, tournent autour d'un questionnement. Et le questionnement de ce soir, c'est qu'est-ce que c'est que la réception du cinéma espagnol en France, comment elle se produit et quelles sont les lignes, je dirais, de continuité, mais aussi les fractures qui peuvent se produire. Alors, je commencerai par une question toute simple, mais j'aime bien commencer comme ça, en douceur, comme on a dit pour cette semaine de cours à l'université, il fallait commencer en douceur, donc je vais commencer en douceur. Je vais commencer par une question préalable qui est presque une palissade, puisqu'à ce stade, tout le monde sait que l'objet de la conférence est le cinéma, et tout le monde sait qu'est-ce que c'est que le cinéma. Mais dans cette période où les salles où le cinéma est diffusé, où le cinéma est montré, où le cinéma est partagé, où ces salles de cinéma sont fermées, j'aimerais bien quand même tendre une perche à cet art qui ne peut vivre que dans le partage. Même si, je suis d'accord, et on voit tous dans les différents écrans, plateformes, etc., beaucoup d'images. Et il y a l'autre jour Almodovar qui faisait une déclaration en disant jamais les citoyens de ce monde d'aujourd'hui, de 2020, 21, 22, ont vu autant de cinéma parce que, évidemment, le support se multiplie. Mais moi, je veux parler du cinéma à l'écran, en salle et en partage. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le cinéma? C'est le 7e art. Et qui dit le 7e, c'est le dernier. Donc, après la musique et la littérature, vous connaissez les muses qui incarnent cet art. Et dire le 7e art, c'est important parce qu'il est né à la fin du 19e siècle et il est né comme un art populaire qui faisait, croyait-il à l'époque, de la concurrence à la littérature, mais surtout, c'était un art qui était donc sorti, qui émergeait comme un art pour pallier à cette absence de savoir lire et écrire d'une partie de la population. Donc, le cinéma était évidemment cette façon de voir, de regarder, d'imaginer, lorsqu'on n'avait pas accès à la lecture. Et cette idée d'art populaire, je crois, est toujours, ou reste toujours, je crois, accrochée, même si on dit qu'il y a évidemment un art à essai, un cinéma d'auteur, etc. Mais il y a toujours cette idée d'art populaire et que je crois qui est important aussi à contempler et à défendre. Le cinéma, vous savez bien, c'est un loisir, donc c'est pour ça qu'il nous manque, parce que c'est aussi un moyen de se détendre. Et comme on dit souvent, il y a un acteur espagnol qui disait, pendant qu'on est au cinéma, nos problèmes
ce sont les autres qui les portent. Donc en ce moment, c'est pour ça que ça nous manque beaucoup. Mais c'est aussi, et je relis toujours le thème d'aujourd'hui avec notre contexte dans lequel nous sommes, c'est aussi une industrie. Et c'est André Malraux, ministre de la Culture, qui avait été le premier à dire le cinéma était une industrie. Et on a très souvent oublié cette affirmation par rapport à cet art qu'est le cinéma. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater, et je m'étonne, on s'étonne tous, de voir dans un pays comme la France, qui pour nous, Espagnols, est un pays, c'est un modèle, le pays de l'expression culturelle, la culture au centre, etc., de voir comment finalement il y a si peu d'articles qui parlent de l'économie du cinéma, de l'effondrement économique que cela suppose, l'arrêt de tournage, l'arrêt dans la distribution, l'arrêt dans la diffusion des films. Donc ça c'est important et je dirais en plus que le cinéma est un art par rapport à d'autres arts que évidemment je ne minimise pas. La littérature par exemple, c'est un art collectif. Nous savons tous que quand on voit un film à la fin, moi je dis souvent au cinéma et dans les cours, qu'il faut toujours rester jusqu'à la fin du générique. Parce que un film, on voit le nom du réalisateur, les acteurs bien entendu, souvent presque avant le réalisateur, mais très peu de spectateurs je crois, se positionnent, se questionnent sur quelle est l'équipe de tournage. Et surtout, peu de spectateurs font attention à un rôle prédominant, prééminent, fondamental, qui est celui du producteur. C'est lui qui, évidemment, va engager un budget très important pour faire que cette fiction arrive à nous. Donc, voilà. Mais je dirais, évidemment, et vous le savez tous, que le cinéma, plus encore en Espagne qu'ailleurs, c'est une source de l'histoire. Et pour la question de la réception aujourd'hui, je crois que en voyant, si on faisait défiler non pas des noms des films, non pas des noms de réalisateurs et d'acteurs, si on faisait défiler dans votre mémoire les films que vous avez vus, les films dont vous savez parler, les films que vous avez partagés, étant en France et regardant ce cinéma qui vient de l'autre côté des Pyrénées, je crois que on pourrait faire aussi la cartographie des relations France-Espagne, mais je livre ce sujet pour certains qui sont dans cette connexion et qui un jour feraient une thèse ou d'autres sont en train de la faire. Mais je dirais aussi que, en plus d'être une cartographie de nos relations bilatérales qui ont été toujours un peu complexes, compliquées, etc., ça a jamais, enfin, parfois ça a été les grands amours, mais parfois c'était pas tout à fait ça. Je dirais aussi que le cinéma, et là je suis un peu nos maîtres parmi tous, des historiens dont vous m'avez entendu parler, Pierre Sorlin, Marc Ferraud, etc., qui disent toujours que le cinéma en tant que source d'histoire fait la contre-analyse de l'histoire, ou bien le cinéma, comme la fiction, comme toutes les fictions, la BD, la littérature, et c'est un qui se glisse dans le pli de l'histoire. Donc tout ce que nous, historiens, nous ne pouvons pas transmettre à travers l'étude de l'histoire politique, à travers des archives, à travers des données, à travers des faits, ces images, ces dialogues, ces rapports entre ces images, ce montage, et puis la réaction du public est ce qui nous fait percevoir quelque chose de très très important qui est l'intra-histoire. Et là, c'est un petit rappel à Miguel de Unamuno et à ce merveilleux film d'Amenábar, Letra Franco, Mientras dure la guerra. Alors, ce cinéma, je dirais aussi, est produit d'une histoire. Même le cinéma qui ne parle pas de l'histoire, qui ne parle pas du contexte, qui ne parle pas de notre vie, il parle de cela. Hein. Et là, souvent, j'aime utiliser une citation d'Almodovar. Je ne vais pas parler que d'Almodovar, hein, parce que autrement j'aurais fait la conférence sur Almodovar, qui est toujours un sujet particulièrement attrayant, intéressant. Mais Almodovar dit souvent que finalement, ce cinéma, ou le cinéma en général, il
il permet aussi euh, de parler d'autre chose que de l'histoire. Et lui, il avait déclaré souvent, il y a une déclaration très belle au Figaro Magazine, il y a déjà 20 ans, où il disait, moi, je ne laisserai jamais Franco rentrer dans mes scénarios, dans mes images, etc. C'est la façon de lutter contre ceux qu'il a représentés. Et certes, la plupart de ces films, on peut les lire en disant, bien sûr, il est hors contexte. Mais quand nous allons de plus près analyser ce film, on a déjà un merveilleux film qui est Carne Tremula, où là, il y a l'état de siège, évidemment, qui s'est produit dans les années 60, et en même temps, voix off, Ferrari Vivard, etc. Mais tout le cinéma d'Almodovar, c'est-à-dire c'est malgré lui et malgré nous que cette histoire se glisse. Et je terminerai avec quelque chose qui intéresse, je pense, à nous tous, puisque nous sommes sur 2 pays. Pochette est dans un centre culturel franco-espagnol qui fait aussi de l'enseignement de la langue, je dirais, un des moteurs, un des éléments fondamentaux, un lien qui nous réunit. Il y a une très très belle citation d'une historienne française, Arlette Farge, spécialiste de la Révolution française, mais qui a beaucoup travaillé sur le cinéma, et qui dit que le cinéma est la langue maternelle des 20e et 21e siècles. Donc, je crois que pour tous ces réalisateurs, pour tous ces acteurs qui ont du mal, toujours, souvent du mal, à s'intégrer dans une cinématographie, à dire, voilà, je m'intègre dans le cinéma espagnol, ou je me sens espagnol, etc. Je pense que là, Fernando Trueba, qui fait partie de ces cinéastes qui disent, moi je fais du cinéma, mais je ne sais pas si je fais du cinéma espagnol. Mes références, dit Fernando Trueba, sont plutôt dans le cinéma français. Et son fils, Jonas Trueba, avec son dernier film, Eva en août, c'était un cinéma, celui de Jonas Trueba, qui emprunte beaucoup plus à Romer et à des cinéastes français qu'à des cinéastes espagnols. Donc, pour dire que ce cinéma est une langue qui nous est commune. Alors, je dirais également que, évidemment, le cinéma est aussi, je crois, ce miroir du futur. Et là, je vais citer le film d'Almodovar, La mauvaise éducation. Je pense que certains l'ont vu et d'autres l'auraient vu. Et je crois qu'en ce moment, on parle beaucoup des questions d'abus sur des enfants. C'est un film qu'il faut revoir à la lumière de ces événements parce que Almodovar en fait partie. Il en a parlé de son séjour dans un séminaire dans la région d'Aix-Masure. Et donc, dans ce film, La mauvaise éducation, il y a le personnage qui est son alter ego qui, regardant l'écran, il dit cet écran ou le cinéma est le miroir non seulement du présent, surtout du futur. Et je pense que le cinéma aussi prédit l'avenir, nous met évidemment en avant de ce que nous allons sans doute vivre plus tard. Il y a certains cinéastes qui évidemment jouent ce rôle, mais je ne vais pas pouvoir évidemment les détailler. Mais il y a aussi le rôle de thérapie du cinéma. Et là, le cinéma espagnol, je crois qu'en France, il est perçu comme tel, et il est aussi très aimé pour cela du public français, parce que le cinéma espagnol ne s'interdit rien. Il parle de la maladie, il parle de la vieillesse, il parle de l'euthanasie, et il parle évidemment de tous les laissés pour compte et tous ceux que finalement ils ne feront jamais l'histoire, mais survivent, et évidemment sont des sujets purement de l'histoire. Et dans cette idée de thérapie, je vous rappelle aussi le dernier film d'Almodovar, Douleur et gloire, où finalement son alter ego, Antonio Banderas, dit une phrase qu'on entend presque avec la voix d'Almodovar, et il dit « El cine me salvó ». Le cinéma m'a sauvé, et nous savons plus que des preuves pour savoir que c'est pas simplement un dialogue dans le film. Mais le cinéma, c'est aussi une fenêtre vers l'extérieur. Et là, quand je parle des réceptions, j'ai décidé
non pas de faire une conférence sur l'économie du cinéma, ça on pourrait le faire un jour, mais plutôt un après-midi, parce que je crois que ça se prêtera plus et mieux à faire un travail dans cette économie du cinéma. Mais je dirais que c'est une fenêtre ouverte vers l'extérieur, parce que en réalité, ce cinéma espagnol, c'est un cinéma qui est un cinéma de rue. C'est un cinéma qui promène la caméra toujours à hauteur de trottoir. C'est un cinéma de l'hyper-réalité, mais c'est une réalité, souvent on l'a dit, qui ne correspond pas du tout au réalisme français. C'est ça la différence de nos cultures, et c'est l'intérêt de la réception de ce cinéma. C'est-à-dire que ce n'est pas du mimétisme de la culture française ou européenne, c'est un fait culturel. Et cette fenêtre ouverte vers l'extérieur, ce réalisme qui est, je dirais, plutôt de la super-réalité, de l'esperpento, de la réalité déformée, et là c'est une référence à Valle Inclán, tous les jeunes cinéastes, Victor García León dans Selfie par exemple, quand il est venu à Nantes, où il parlait plus de littérature que les personnes qui l'écoutaient, qui étaient profs de littérature eux-mêmes, et il disait mais c'est pas possible que ces garçons à cet âge-là connaissent aussi bien depuis la Célestine, le livre de Buen Amor, le Quichotte, Valle Inclán, etc. Donc cette idée des miroirs déformants. Donc je crois que ce cinéma espagnol est un cinéma qui va vers le réel. D'aucuns diraient c'est un cinéma social, mais moi je refuse, les cinéastes espagnols qu'on a tant accompagnés, écoutés et entendus le refusent également, parce que dans le cinéma social, qui est très mal perçu de la part de certains, à tort, parce qu'on aime bien ce cinéma d'auteur, et moi je pense que tous les cinémas ont leur place dans les visionnages d'un spectateur. Mais ce cinéma social, c'est un cinéma, on dirait, et on doit dire à la Ken Loach, réalisateur que j'aime beaucoup, que les réalisateurs espagnols aiment beaucoup, Fernando León de la Noa, ici à Boyain, que vous savez, et vu souvent, et que j'espère pendant le festival nous pourrons voir son dernier film. Donc ces cinéastes disent que finalement ce cinéma social, c'est pas le cinéma engagé, c'est pas un cinéma avec message. Et là, il rappelle souvent cette phrase de Jean Fort, pour les messages, il y a la poste. Donc c'est clair, dans ce cinéma social, il n'y a pas de message, il n'y a pas de prêt à penser, il n'y a pas une conclusion. Ça c'était dans le cinéma franquiste, il y avait des consignes, il y avait vraiment une sorte à la fin de morale de l'histoire. Non, c'est un cinéma dans lequel cette caméra qui va au ras du trottoir nous montre comment vivent les gens dans leur quotidien, mais il y a un regard qui n'est pas un regard pour s'apitoyer. Et là, c'est pas le regard qui est issu d'une attitude qu'on pourrait lier à la charité. Et là, c'est toujours, je dirais, finalement, le référent de tout ce cinéma espagnol, et bien au-delà, Buñuel, que dans Viridiana, que vous avez vu, dans cette énorme fresque que la Ultima Cena nous montre bien cette caricature, ce sarcasme, et cette façon de regarder la pauvreté et la misère. Donc voilà. Alors le dernier représentant, bon, je vais faire des choix, donc vous direz, Pilar a ses chouchous, ses préférés, non. Vous savez bien qu'au fur et à mesure de toutes ces années d'enseignement, de transmission, d'écriture, de festival, finalement, comme certains autres directeurs de festivals disent en Espagne, celui de San Sebastián, Rebordinos, qui est venu souvent à Nantes, dit « Ah, Pilar es muy buena espectadora. Je suis une très bonne spectatrice parce que bonne spectatrice, ça ne veut pas dire candide. Moi, je pense que finalement, quand je dis que j'aime bien tout ce cinéma et qu'il y a des chouchous, donc c'est des noms qui me viennent comme ça, que j'ai notés, mais il y a d'autres. Alors, je vais citer celui qui a été considéré comme le chouchou du Festival de cinéma espagnol de Nantes, qui est Paco León. Alors, Paco León, c'est Carmina. Là, c'est un exemple de cinéma des rues. C'est quelqu'un qui vient de nulle part et vraiment des citoyens, je veux dire, de l'Espagne profonde, dans le sens où c'est vraiment l'Andalousie la plus profonde, pas d'études, etc., qui vraiment fait une carrière
extraordinaire à la télé, en tant qu'acteur, etc. Et puis vraiment, c'est quelqu'un qui prend la vie à pleine main et qui décide de filmer sa mère. Alors là, dans les Carmina de ce Paco Léon talentueux, c'est le local qui devient universel. Et là, ce sont les grands cinéastes qui nous sont nourris tous. Plus on est dans le local, plus on parle de ce qu'on connaît, plus je pense que cette histoire-là peut parler au monde entier. Donc voilà, pour terminer cette défense du cinéma et rentrer, en même temps, je suis rentrée dans la distribution, dans la réception, je voudrais vous citer un auteur français, Alain Bergala, qui avait une mission très importante au moment de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir et de la direction de la culture de Jacques Lang. Donc Jacques Lang avait nommé Alain Bergala avec une mission, c'est faire rentrer le cinéma dans les collèges et les lycées. Donc c'est qu'aujourd'hui on voit ces collèges au cinéma, lycées au cinéma, c'est vraiment quelque chose de merveilleux que la France a créé, a mis en place. En Espagne, c'est en train de se mettre en place plus tardivement, actuellement, de façon évidemment un peu épisodique à cause du confinement, mais ça commence à prendre en Espagne. Et donc, c'est Alain Bergala qui a écrit un tout petit ouvrage qui s'appelle Hypothèse du cinéma, petit traité de transmission du cinéma à l'école et ailleurs. Et je vous lis sa phrase. Le cinéma est pour tous un art d'ouverture, et un art d'ouverture à toutes les altérités. J'insiste sur le mot. Avec un film, on peut faire l'expérience d'être un autre, de vivre ailleurs, d'appartenir à une autre culture, d'être homme si on est femme, femme si on est homme, vieux si on est jeune, taïwanais si on est parisien. Donc voilà, ça, je pense que c'est un présupposé très important pour parler du cinéma ici et le montrer ailleurs. C'est-à-dire que c'est évidemment dans l'éducation, et le cinéma fait partie de cette éducation, que finalement on va vers l'autre et évidemment sans distinguo d'identité, de classe, de race, de langue et d'accent. Alors sur le cinéma espagnol, ce qui est intéressant de dire dans cette deuxième partie de la conférence, c'est que c'est un cinéma, une cinématographie qui a été très mal connue, même si les gens qui sont là derrière le petit carré, je vois les prénoms, des noms, etc. Finalement, vous vous dites, Pilar dit qu'il est mal connu en France, mais nous on connaît, c'est vrai, réalisateur, etc. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que finalement, au XXe siècle, je veux parler d'une période qui n'est pas si éloignée que ça en termes d'histoire. Ce sont les milieux des années 50, donc, et jusqu'à la fin du XXe siècle. De ce cinéma en France, on ne connaissait que ce qu'on appelait les 3 B, donc Buñuel, toujours, Bardem, Berlanga, pas beaucoup de films, mais un certain nombre de films, puis les premiers Sora, et puis soudain arrive le phénomène d'Almodovar, notamment déjà consacré dans les années 90 du XXe siècle. Alors, ce qui est paradoxal quand on travaille sur cette question, c'est que finalement, à cette époque-ci, 50 et 60 du XXe siècle, en France, qui est un pays féru des cultures traditionnelles espagnoles, c'est pour ça que je parlais du cinéma comme art populaire. En France, on connaissait très très bien la littérature espagnole, très bien, hein, le nombre d'éditions qu'on voit vraiment à cette époque dans les manuels scolaires, etc. On connaissait bien entendu la peinture, je ne vais pas citer peintre, écrivain, etc. On connaissait bien sûr la musique, on connaissait le théâtre, mais on ignorait presque tout du cinéma sur ces noms et encore de films, pas plus. Alors, les historiens du cinéma, nous donnons 2 raisons à cette méconnaissance. La première est toujours économique. Le cinéma, on a dit, c'était une industrie et l'Espagne a été un pays sous-développé ou un pays à retard économique jusqu'aux années 60. Donc, le cinéma, et vous le savez aujourd'hui, demande des capitaux, demande aussi une infrastructure, demande des studios. Et l'Espagne
a eu cela beaucoup plus tardivement que les pays comme l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. Bien sûr, et les États-Unis. Le cinéma demande aussi, et je pense que dans certains pays, on voit et on sent cela aussi, nécessite une liberté d'expression. Et l'Espagne, vous le savez, a été donc un pays sous la dictature franquiste pendant 40 ans. Et je rappelle ici que la fin de la censure n'a eu lieu qu'en 1977. Entre 75 et 77, il y a eu encore des films interdits, dont un film très important de Pilar Miró, Les Crímenes de Cuenca, qui mettait en cause le rôle de la garde civile dans un événement qui s'est passé à la fin du 19e. Donc voilà, c'est un cinéma aussi dans lequel je dirais que il y a un aspect qui est très intéressant, qui peut être un frein pour ce cinéma, mais qui en même temps peut être un moteur. Mais comme dans toute réflexion, et maintenant je vous partage ma réflexion, cet événement qui peut être un frein et qui peut être aussi un moteur, c'est évidemment le poids que dans cette histoire, dans la culture espagnole, a eu et continue d'avoir la guerre civile. Le thème d'aujourd'hui n'est pas la guerre civile, mais je rappelle ici qu'un conflit fratricide qui se déroule pendant 3 ans laisse des traces, des blessures qui ne sont pas pensées, qui ne sont pas guéries, même aujourd'hui. Et je tiens comme exemple ces 2 films qui sont sortis en automne, et quand je dis ça, je le dis avec une énorme nostalgie. Le premier film de Aurel Youssef, qu'on a eu la chance d'accompagner en septembre, fait par un Français, c'est vraiment un film d'animation et qui montre bien qu'un Français d'une 40aine d'années, dessinateur de presse, décide de consacrer presque 20 ans à faire cette, je dirais, miniature, cet objet précieux que ce film, avec une bande dessinée, etc. Donc voilà, et la guerre était là, et il y a eu débat, et on a écrit, et vraiment, ce film va vivre, et ce film a été primé dans le cinéma européen, etc. Et puis cet autre film, qui est resté finalement triplement confiné, qui est La Trinchera Infinita, une vie secrète, de ces 3 réalisateurs basques, donc Arregui, Goenaga, etc., et qui évidemment est une histoire donc de los topos qui sont restés enfermés, et que Higinio est resté enfermé pendant 30 ans, et donc à l'intérieur d'une maison. Alors donc le réalisateur José Mari Goenaga, quand il a vu que le cinéma fermait, alors que son film n'avait eu que 3 séances, nous a écrit en disant Higinio restera finalement confiné plus de 30 ans, et donc nous espérons tous que finalement ce confinement pour Higinio et pour tout cet offre que nous avons maintenant se terminera. Mais je finirai aussi avec cet héritage de la guerre, et pour parler aussi de la réception, d'un phénomène qui est particulièrement intéressant en littérature et en musique, puisque nous le programmons dans l'édition 2021, les dates 25 mars, 5 avril, donc vous resterez avec ces dates. Et donc c'est le concert de la chanteuse Olivia Ruiz, Bouche cousue, et dont le livre, ce roman, écrit sur ses grands-mères, donc exilé, même sujet que pour Aurel, donc l'exil, la retirada, la traversée des Pyrénées, et puis c'était chanteuse que d'aucuns connaissaient comme vraiment une chanteuse peut-être dont le temps était passé. Donc l'année dernière, quand on avait programmé, les gens nous disaient, mais vous croyez que vraiment il y aura suffisamment de public à l'opéra? On était sûrs, on savait qu'il était en train d'écrire ça, et son spectacle parle de la même chose que son roman, c'est-à-dire évidemment la commode au tiroir de couleurs que vous pouvez déjà lire, profiter du confinement pour vraiment voir du cinéma, mais la littérature aussi fait partie de cet enregistrement quand on est enfermé. Donc la commode au tiroir de couleurs, cette énorme fresque de ces femmes fortes qui finalement ont fui le franquisme. Et donc voilà le cinéma espagnol.
liées à la réception. Et donc là, avant de faire une traversée dans le temps, dans le nom, dans les cinématographies, dans les genres, dans les thématiques, je vais partager avec vous un questionnement, parce que qui dit conférence et qui dit euh, tout simplement écriture ou simplement échange avec d'autres, je pense que finalement c'est l'être humain est fait là, est fait pour réfléchir, pour avoir l'esprit critique et surtout partager ses réflexions. Et j'ai jamais aimé, je continuerai pas à aimer les tout près est vraiment tout simplement l'art du constat. Parce que pour l'art du constat, je pense que simplement, il y a les photocopies. Donc voilà. Alors, qui dit réception? Pourquoi? Cela nous pose le problème à nous, prétendus chercheurs. Et pourquoi, quand on travaille sur ces sujets, quand Evangeline me l'avait demandé, je me suis dit, tiens, je vais être dans un sujet qui est pour moi un peu en construction. Pourquoi ça nous pose problème? Tout d'abord, parce que si vous regardez dans la bibliographie, et ne faites pas comme les étudiants pendant que le prof parle, et regardez déjà la bibliographie. Donc voilà, quand on regarde la bibliographie sur la réception, elle est particulièrement réduite par rapport à d'autres entrées sur le cinéma. Donc ça, c'est la preuve que vraiment c'est un sujet dans lequel on commence à se pencher relativement tard, et je dirais dans les 10 dernières années. Bon. Pourquoi cette question est problématique pour nous chercheurs? Parce que quand on dit réception, c'est pas uniquement connaître le nombre d'entrées que le film, par exemple, Madre de Rodrigo Sorogoyen, qui est sorti en juillet, qu'on a accompagné aussi, très très beau film, très belle fresque universelle aussi, sur Eva Hanout. Donc, je ne vais pas parler ici du nombre d'entrées parce que vous savez le box-office et vous savez ça dans la page du CNC ou délicat en Espagne. Mais ce qui est intéressant pour moi comme réflexion, c'est que parler de la réception, c'est en même temps parler de l'image de soi. Et l'image d'un pays, d'une culture. C'est-à-dire quand on voit un film estampillé espagnol, quand on voit Madre, quand on voit Rodrigo Sorogoyen, quand on entend une voix sous-titrée en français, quand on entend une mélodie, quand on entend une façon de couper, de regarder, de bouger, etc. C'est que disait évidemment, je vous ai cité tout à l'heure ces merveilleux auteurs qui est Bergala, c'est-à-dire que c'est une image de soi qu'on va transmettre ailleurs, mais aussi, je pense que c'est également une question d'une image de l'autre, puisque nous le percevons d'ici. Donc, de l'autre côté de la frontière, il y a un croisement d'images, et très souvent, ce qui se passe, et donc là, il y a un aspect aussi qui rejoint l'anthropologie, Lévi-Strauss, il y a ce côté de anthropocentrisme qui fait que quand on regarde un film qui vient d'ailleurs, on aimerait finalement que les codes de ce film nous soient familiers, connus, qu'on s'identifie, parce que ça fait partie des codes de notre culture. Et c'est la même chose que quand un touriste traverse, peu importe les frontières, à l'époque on pouvait voyager, donc encore un autre regret ce soir, et on a l'impression que quand on voyage, c'est pour retrouver finalement ce qu'on vient de quitter autrement. Et là, il y a des passages très très beaux dans les textes de Rousseau, qui a été un grand voyageur. Donc aussi, quand on parle de sujet, il y a une question de diplomatie culturelle. Bon, alors, je parle maintenant avec l'ambassade d'Espagne en France, et on a un ambassadeur qui est particulièrement, donc tous les ambassadeurs sont particulièrement intéressants, mais celui-ci, c'est un ambassadeur qui est très très proche et très à l'écoute, et je dirais très dans la, vraiment très dans l'empathie de ce qu'est la culture et la diffusion de la culture espagnole en France.
D'autres sont plus, je dirais, des ambassadeurs dans le sens de la diplomatie politique. Mais là, on touche la diplomatie culturelle. Et certaines ambassades, donc celle de José Manuel Alvarez, que j'espère que j'aurai l'occasion de voir et d'entendre dans le prochain festival, sinon on l'entendra en ligne, c'est quelqu'un pour lequel la façon de transmettre l'image de l'Espagne en France, et je le tiens de ce qu'il écrit, passe par le cinéma. Donc c'est une diplomatie culturelle et très souvent on a dit qu'il y a certains acteurs culturels espagnols qui auraient mérité avoir ce titre d'ambassadeur car ils font plus pour vraiment parler de l'image et d'une image ouverte du pays que certains diplomates en pensent. Mais aussi, je dirais que quand je parle de comment dire, de réception du cinéma espagnol en France, j'ai parlé aujourd'hui souvent, ce soir, d'économie. Et c'est parce que je crois que très souvent, quand nous sommes en relation, quand nous négocions, entre guillemets, la projection d'un film pour notre festival ou pour notre manifestation, et que nous avons affaire donc évidemment à un producteur, à un distributeur, etc. C'est une négociation qui se passe toujours en partenariat avec des gens qui aiment ce qu'ils font. Il faut aimer beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. Il y a un hommage aujourd'hui que je vais rendre aux distributeurs des cinémas étrangers en France, parce qu'il faut aimer beaucoup ce métier. Pour se dire qu'aujourd'hui, on a plein de films qui sont en attente et qui ne peuvent pas sortir. Donc, tous ces gens-là aiment beaucoup ce qu'ils font, mais en réalité, ils vous vendent un produit. C'est-à-dire qu'un film devient un produit, devient un prototype, alors que, évidemment, ce film, quand il l'achète à un producteur espagnol pour le distribuer en France, ils ont fait déjà une étude de marché. Ils se sont donc posé la question, est-ce que le public français va adhérer à cette thématique? Est-ce qu'il va adhérer au cinéma de ce réalisateur? Est-ce qu'il va adhérer à ce film dont les acteurs ne sont pas connus? Donc là, pour la Trinité Infinita, merveilleux qu'on voit dans les journaux du dimanche, par exemple, dire « Ah, Antonio de la Torre, voilà le Bardin, le deuxième Bardin espagnol. » Donc c'est très bien pour Antonio de la Torre, mais quand Bardin était à Nantes, qu'on lui avait posé la question, Bardin dit Antonio de la Torre, c'est un acteur merveilleux, mais je n'ai pas, et je serais vraiment en décalage complet avec mon métier, si on était dans des comparaisons. Antonio de la Torre jouant ses rôles et jouant le rôle d'un règne de ce roi. Donc voilà, on vend un produit avec, on dirait, une sorte de paquet garni où il y a réalisateur, acteur, l'histoire, la durée, très important. Par exemple, pour la Trinité Infinita, Une vie secrète, il y avait un handicap majeur, un film qui dure 2 heures et demie. C'est vraiment un engagement majeur de la part du distributeur français pour vraiment prendre ce film, parce qu'on sait que pour le cinéma, c'est vraiment enlever presque une séance. Donc voilà ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais il y a encore quelque chose qui ajoute de la complexité à la complexité, c'est comme un millefeuille, sont des paramètres que j'appellerais intangibles. Je ne peux pas les mesurer. Bon, je ne peux pas les mesurer, et là je suis dans les cauchemars. Il y a l'histoire des modes. Combien de fois nous étions à nous demander, nous qui travaillons sur le cinéma espagnol, mais est-ce que tu comprends pourquoi tel film, dont la carrière en Espagne était particulièrement courte, a été acheté par un distributeur pour être montré en France? On n'a pas de réponse, mais aussi un phénomène de mode. Il y a un phénomène aussi d'une thématique qui va être dans l'air du temps. Mais il y a aussi un rôle très très important qui est joué par les médias écrits, audiovisuels, donc la télévision, les critiques du cinéma, qui sont des prescripteurs. Donc une mauvaise critique dans Télérama, pour pas simplement le cinéma espagnol, mais pour le cinéma français, c'est déjà partir avec
une sorte de handicap quand votre film va sortir le mercredi, et en Espagne, je dirais que celui qui joue ce rôle de Télérama, c'est Bollero, dans le journal País, dans la critique de vendredi. Tout le monde attend mais vraiment à cran pour savoir si Télérama a donné combien d'étoiles, combien de muñequitos, de petits personnages à ce film. Donc c'est vrai que le rôle de la critique est très important, et nous travaillons avec des collègues d'autres universités sur ces critiques de cinéma et la façon dont ils présentent ces films. Des fois, c'est vrai que ça donne à rire, mais je dirais plutôt dans le sarcasme que dans le rire vraiment joyeux. Donc voilà, il y a ça. Et puis, je dirais que quand même, comme tout ne peut pas être quantifié, tout ne peut pas être étudié, analysé, il y a un phénomène qu'on n'arrive heureusement pas à comptabiliser, qui est le bouche à oreille. Et ce phénomène s'est produit, donc je parle des derniers films, parce que si je remontais plus loin, peut-être ce sont des films que tout le monde n'a pas vu, mais ce film, Giuseppe, le film d'animation Giuseppe de Oreille, vous allez le voir au festival, ou quand les salles vont ouvrir, il va être là. Pour Aurel, ce tout petit film, c'est les bouche à oreille, et donc on le sait par la maison de distribution, et on sait aussi qu'a joué un rôle important un magazine espagnol, français, etc., qui travaille beaucoup avec le secondaire, qui est Vocable, qui a fait un excellent dossier, que vous pouvez vous procurer en ligne en tapant Vocable. Donc voilà, je crois que tout ça est vraiment intéressant. Mais dans cela, je dirais qu'il y a aussi un élément aussi intéressant, qui est comment on fait la promotion d'un film. Et là, dans le cinéma espagnol, il y a quelques surprises qui sont aussi objets de réflexion pour nous tous. Par exemple, il y a un film extraordinaire, mais moi je dis toujours, una película estupenda, una película preciosa, un film exaltant. Donc voilà, parce que je pense qu'il est La Isla Mínima. La Isla Mínima d'Alberto Rodríguez, il y aura toujours dans le cinéma espagnol, et avant La Isla Mínima et après La Isla Mínima. C'est vraiment un film extraordinaire, qui est un film, si on le met en contexte, qui parle de l'entre-deux, mais surtout de la difficulté de la transition et de l'arrivée du nouveau régime, notamment donc au sein d'une enquête, au sein de la police, de l'avant et après, mais dans un pays qui est si peu connu que l'Andalousie, la Las Marismas. Donc il y a des images merveilleuses. Et Alberto Rodríguez a été vraiment encensé par la critique française. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que par la suite, tout ce qu'on a vu dans la communication autour du film, on ne citera jamais plus le réalisateur. Donc, j'ai des documents à l'appel, des sources pour pouvoir vraiment retravailler sur ça. C'est qu'on ne dit pas Alberto Rodríguez, c'est La Isla Mínima. Il n'y a pas d'auteur, et donc tout disparaît au profit des images ou éventuellement des acteurs, mais comme c'était pas très connu, c'est vraiment le thème. Bon. Et notre phénomène de cette envergure-là, et le phénomène qui touche le réalisateur Amenábar. Amenábar, que tout le monde parmi vous connaît, et qui est un réalisateur, donc maintenant vous avez vu la lettre à Franco, mais sinon vous le reverrez, vous la reverrez, tant que la guerre durera, Mutajo de la Rêve, donc qui commence en 96 par Tesis, un film de genre, le premier film de genre, avec vraiment un budget minime et minime. Il était à l'école de communication à Madrid, et il tourne ça avec un financement qui vient de José Luis Cuerda, l'auteur de La langue des papillons. Donc pour dire que c'est vraiment un phénomène dans le cinéma espagnol en 96, que ce jeune réalisateur prenne un genre qui n'était pas, dont le cinéma espagnol n'était pas du tout coutumier, et c'est un film à un succès, mais vraiment planétaire. À partir de là, c'est Van Casillas, on va mettre évidemment Amenábar dans cette case, parce que je pense que c'est plus facile pour les critiques de cinéma que faire des cases identitaires, thématiques, de génération, que les cinéastes rejettent complètement, la génération des 90, la génération de ceci. Donc voilà. Alors,
il est à Amenábar dans la case cinéma de genre. Pour son malheur, je dirais, parce que il a fait tellement d'autres choses. Alors, sort le film Los Otros, les autres, avec Nicole Kidman. Bon, alors, vraiment un film avec un budget extraordinaire, international. José Luis Cuerda, toujours, est là. En plus, Amenábar fait la musique de certains de ses films, donc, s'il vous plaît, c'est important. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la communication qui va couvrir tous les tramways, bus, métro, etc., etc. Ce qu'on voit, c'est le titre Nicole Kidman. Amenábar a disparu. Et si on fait une enquête sur un échantillon d'un public divers de façon un peu scientifique, on se rendra compte que pour beaucoup de spectateurs français, Amenábar est un réalisateur américain. Alors, c'est un peu étonnant de voir comment ces confusions se créent aussi par évidemment les médias, par la critique bien sûr cinématographique, mais je dirais que évidemment dans le cas d'Amenábar, quand le film Tant que la guerre durera sort, on se rend compte que la plupart des critiques de cinéma et à la télévision, à Arte, il y a eu une émission très intéressante autour de son film. Les critiques de cinéma étaient embarrassées pour faire une filmographie d'Amenábar. Et là, c'est notre pan qui touche à la réception. Parce que beaucoup de réalisateurs, et les plus en plus de réalisateurs, c'est très bien pour le cinéma, pour nous, spectateurs, ne vont pas avoir, comme on avait autrefois, on va dire à tort, Costa Gavras, c'est le cinéma politique, Ken Loach, c'est le cinéma social. Bon, là, on a des générations comme Alex de la Iglesia, Fernando León de la Noa, Isabel Coixet, encore plus, ou Itziar Boyain, etc., Juan Antonio Bayona, etc., qui vont changer constamment de genre, de thématiques, de coproducteurs. Donc, il est évident que dans le cas d'Amenábar, on a vu quel jeune on pouvait avoir pour expliquer sa filmographie, qui était évidemment ouvre les yeux, donc voilà, l'adaptation aux États-Unis. On avait vraiment du mal à encasiller, à lui trouver vraiment une présentation rapide et efficace pour vendre son film. Ben, je dirais aussi que dans ce cinéma espagnol, il y a un autre genre qui est particulièrement important et qui est important pour les distributeurs, mais dans lequel on parle plus du genre, du type de film que des réalisateurs, c'est évidemment le cinéma de genre, ou comme on dit en espagnol, le ciné de terror. Et là, le cinéaste espagnol excelle, et donc je dirais que l'héritier d'Amenábar, c'est Antonio Bayona avec l'Orphelinat, etc. Donc aussi un cinéaste, très souvent, qu'on va apparenter au cinéma américain. Et puis arrive un autre genre très important que la critique française, donc la réception française, un certain public croit découvrir et situer, je dirais, dans le cinéma récent de la fin du XXe et début du XXIe siècle, qui est le genre policier ou le cinéma noir. Et là, c'est un peu mon rôle d'enlever les préjugés, les mythes et les stéréotypes concernant la question aujourd'hui du cinéma. Je pense que c'est vraiment un mythe ou un stéréotype qu'il conviendrait quand même d'abattre, parce que paradoxalement, dans l'Espagne franquiste des années 50, il y a des films policiers des grandes qualités, très bien tournés, et qui passaient à travers les mailles de la censure. Parce que, étant un genre qui n'était pas considéré comme un genre réaliste, comme un genre auquel on pouvait appliquer une sorte de morale à la fin, et qui était donc réalisé à partir des prototypes ou des formats nord-américains, et le cinéma nord-américain avait vraiment une place de choix
dans le cinéma espagnol pendant le franquisme, la censure finalement ne s'intéressait pas trop à ces films. Mais je crois que ce genre cinématographique qui excelle aujourd'hui, hein, donc évidemment, j'ai dit tout à l'heure Les Lamines, mais je dirais El Reino de Sorogoyen, mais tous ces films de ces réalisateurs comme Sorogoyen, Alberto Rodriguez, etc., sont dans cette thématique et dans ce genre. Il y a quelque chose de très intéressant dans le policier, et on avait consacré un cycle qui était particulièrement bien nourri par des générations différentes, c'est que, comme dit Tavernier, ce genre cinématographique est un genre très généreux, parce que je cite les mémoires, il faut pas regarder mes notes, parce qu'il abrite finalement tous les dysfonctionnements que l'on retrouve dans la société. Donc, quand je prends un film plus récent pour qu'on soit à peu près tous dans les mêmes références cinématographiques, El Reino. Bien sûr qu'El Reino, genre policier, est en train de parler d'un cas de corruption, d'un des cas de corruption qui ont eu lieu en Espagne dans cette fin du XXe et début du XXIe siècle, mais à travers cette enquête policière, comme dans Les Lamines, on est en train de démontrer toutes les coutures mal raccommodées et de cette société. Donc je pense que finalement, ce cinéma policier est une autre façon de voir le cinéma réaliste, le cinéma social, et ce cinéma qui rentre vraiment dans les plis de l'histoire. Et donc, je voudrais, pour terminer cette intervention, parce que sinon je ne vous laisserai pas la place pour des questions, je voudrais terminer finalement avec, avant d'arriver à la conclusion, avec deux cinéastes qui se situent un peu dans la même génération. Ils sont nés à 2 ans d'intervalle. Je vais commencer par Fernando Trueba, qui est né donc en 52 à Madrid, et Pedro Almodóvar, qui est né donc en 1949 dans un village qui s'appelle Calatrava de la Mancha. Donc je le dis parce qu'il fait beaucoup de blagues Almodóvar avec son village d'origine. Bon. Alors donc ces deux auteurs, je vais finir pardon avec eux. Je vais commencer par leur début et leur fin. Donc dans cette réception du cinéma espagnol en France, je crois que ces deux réalisateurs, bon, je me centre aujourd'hui dans la France, mais je pense que dans les deux, finalement, l'Hexagone est petit pour leur cinéma parce que c'est un cinéma dont la distribution est vraiment mondiale. Alors, dans les deux cas, Fernando Trueba et Pedro Almodóvar, leur cinéma commence dans les années 1980, donc pile en 80, au moment où surgit ce phénomène qui a été tellement étudié, analysé et malmené, dont on a fait un mythe dans le mythe de la Movida. Donc voilà, c'était Movida qui naît à Madrid, et donc le représentant par excellence, évidemment, sera Almodóvar, mais pas uniquement. Donc d'autres plasticiens, graphistes, peintres, musiciens. Alaska, qui est toujours à la télévision espagnole, et je vais dire, une survivance de ces mouvements. Donc ces deux réalisateurs commencent à faire du cinéma dans les années 80, et dont le cinéma, je dirais, presque une continuité jusqu'à aujourd'hui, et je vais vous citer le dernier film que nous allons voir ensemble, je croise les doigts, parce que je crois beaucoup hein, dans cette ouverture du mois de mars. Donc le premier film de Fernando Trueba est une comédie qui s'appelle Opera Prima, Cousine je t'aime. Et donc c'est un film qui est une comédie urbaine, et dans ces années 80, finalement, on parlait surtout de l'avenir. On regardait pas le passé, on regardait pas l'histoire, et c'était une jeunesse qui avait vraiment très envie de vivre et qui est située dans le cinéma américain, Woody Allen, donc un cinéma vraiment de dialectique, de parler, etc., etc. En même temps, dans la même ville, la même année, Pedro Almodóvar faisait ce film improbable, fait avec des bouts de ficelle, comme il dit, tourné
à je ne sais pas combien de temps avec des acteurs qui n'étaient pas professionnels. Et donc, c'est Pepi Lucibon y otros chicas del montón. Pepi Lucibon et autres filles du quartier. Alors, tous les deux, c'est assez intéressant parce qu'ils font un cinéma complètement différent. Complètement différent, vous le savez. Ce sont les deux cinéastes les plus oscarisés, les plus primés, ceux qui ont eu le plus de distinctions en France, hein, donc Bérel, les Jeux d'honneur, etc. Donc, tous les deux ont une grande reconnaissance dans les publics français. Donc, Fernando Trueba, c'est comme son frère David Trueba et comme son fils Jonas Trueba, sont les plus francophones et francophiles du cinéma espagnol, avec Carlos Saura, bien entendu. Et donc, il est évident que leur cinéma a été toujours et a eu une reconnaissance en France avec, évidemment, c'est belle époque, La Niña et toujours, etc. Et l'artiste et son modèle avec Jean Rochefort, que nous avions eu la chance de recevoir, etc. Donc, je ne vais pas égrener la filmographie parce que Wikipédia fait ça très bien aussi. Et donc, pour Almodovar, évidemment, je pense que vous avez vu toute sa filmographie, à plusieurs reprises même. Donc, c'est un cinéaste qui a été reconnu en France à partir des femmes au cours de la crise de nerfs, qui n'a jamais eu, évidemment, à Cannes la Palme d'Or, donc évidemment, il y a toujours son regret. Mais je dirais qu'en cette année 2021, tous les deux nous régalent avec deux morceaux qui sont, je dirais, sont la conclusion de cette réception du cinéma espagnol en France et ailleurs. Alors, Fernando Trueba, et son dernier film, que nous aurons l'occasion de voir, est un film extraordinaire, qui est un film tourné en Colombie et qui s'appelle L'oubli que nous serons, et qui est l'adaptation d'un roman d'un écrivain colombien, d'un auteur colombien qui raconte son histoire, Héctor Abad Faciolince. Donc, vous trouverez sur Internet, El olvido que se llama. C'est vraiment absolument à lire. C'est donc le cinéma espagnol, et ça c'est propre à ce cinéma, c'est penchant sur des histoires qui se passent dans le monde entier, pas uniquement en Amérique latine. Mais celui-là, précisément, c'est vraiment un grand film d'auteur. Et donc, dans le cinéma de Trueba, il y a aussi des caméras qui vont à ras-de-trottoir sur son pays, mais aussi sur d'autres pays. Comme vous savez, il a tourné au Brésil, etc., au Mexique, etc. Et puis, nous avons donc Almodovar qui, dans cette fin d'année 2020, 21, mais au moment du confinement, il a fait ses carnets de confinement qui ont été publiés et donc ils sont en ligne, mais il s'est attaqué à un moyen métrage qui s'appelle La Voix humaine, adaptation du texte de Cocteau, qu'il avait déjà utilisé dans Femme rose à crise de nerfs. Donc alors, c'est des bijoux, le long métrage de Trueba. Début du cinéma espagnol en démocratie. Et ces moyens métrages, La Voix humaine, seront donc à Nantes en fin mars. Et pour donc réellement clore et faire une conclusion, donc je dirais que finalement la diffusion, la réception du cinéma espagnol en France et à l'étranger s'est fait souvent dans le cadre des différents festivals, et je ne parle pas là d'une autre, mais d'autres, des nombreux festivals et des rencontres qui ont eu lieu, parce que qui dit festival, il dit aussi partage, il dit aussi des moments festifs, donc des moments où la parole circule. Et donc, moi, en acceptant aujourd'hui de façon prétentieuse d'être en face de vous, hein, dans un anonymat presque complet, je me suis dit que c'était aussi rendre un hommage au cinéma qui nous a donné tellement d'images. Et pour vous mettre un peu en appétit, je vous dirais que quoi qu'il advienne, le festival de cinéma dans donc son édition 21 aura lieu, que nous sommes en train de travailler sur tous les formats, mais il aura lieu, il n'y aura pas d'annulation, et qu'en plus, vous aurez comme un grand cadeau, parce qu'il sera accessible, il sera mis en vente, c'est
un ouvrage de plus de 200 pages sur 30 ans de cinéma espagnol à Nantes, qui ne sont pas la gloire de l'équipe du festival, ni des programmateurs, ni des co-directeurs. C'est vraiment une histoire qui raconte la mémoire du cinéma espagnol à Nantes, la mémoire de tous les spectateurs. Vous vous retrouverez dans ce livre, il y a des photographies merveilleuses de Jorge Fuenbuena, mais aussi d'autres photographes qui nous ont accompagnés. Et puis, en regardant depuis plus d'un an, puisqu'on a eu le temps de l'enrichir, tous ces documents d'archives que l'équipe, avec beaucoup de soin et beaucoup d'engagement, parce que c'est un travail vraiment défourni à faire, on s'est rendu compte que finalement, dans ces 200 et quelques pages, c'était toute l'histoire du cinéma espagnol depuis 1990, donc jusqu'à la fin janvier, où vraiment on va mettre le point final. Donc voilà, ce sera, je dirais, les travaux pratiques de cette réception et à laquelle vous avez contribué, donc la réception du cinéma espagnol. Et je dirais, comme je vais paraphraser donc Truffaut, auquel on lui avait posé la question: à quoi sert le cinéma? Et Truffaut avait répondu en reprenant la réflexion de Cocteau sur la poésie. Et il avait dit: c'est indispensable, mais je ne sais pas à quoi sert-il. Donc voilà mon questionnement. Merci de votre écoute. Merci Pilar. Je vous invite à, si vous avez des questions, à les poser par le chat. Bon, alors je vais vous dire, je vais vous transmettre quelque chose qui me paraît important et sur le cinéma espagnol et la France. Et quand les premiers cinéastes, notamment donc les cinéastes comme Trueba, Saura, Mario Camus, les Saints Innocents que certains connaissent et qui sont vus, et aussi Rodrigo Sorogoyen, qui est le dernier, tout dernier, arrive en France. Et finalement, tous ces cinéastes, mais aussi l'auteur de Selfie, Victor García León, ce qui est incroyable, c'est que dans une grande partie de ces cinéastes, il y a, je crois, une connaissance assez profonde de la culture française, du cinéma français, pour certains de la langue française. Et je pense qu'il y a aussi, de la part d'une autre génération, comme Amenábar ou Bayona, beaucoup plus de références à la cinématographie nord-américaine. C'est le cas aussi d'Alex de la Iglesia, et dont ces références sont beaucoup plus chez Tarantino, etc. Mais je vais dire aussi que tous ces cinéastes, peu importe la génération à laquelle ils appartiennent, il y a toujours ce regard envieux de la France qui est celui qui passe par cette idée de l'exception culturelle française et qui passe aussi par le fait que le cinéma est considéré en France comme un bien culturel, bien que depuis ce que nous sommes en train de vivre, on est en train de se rendre compte du côté espagnol, et pour nous qui sommes entre les deux pays, parfois un peu inconfortable, que les décisions actuelles concernant la fermeture des lieux culturels iraient à l'encontre de ce que de l'autre côté des Pyrénées on pouvait imaginer. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler du fait que en France, peu importe le gouvernement qui arrive au pouvoir, le cinéma est un bien précieux, est un élément de l'identité française. C'est un aspect patrimonial. Et en France, il y a une institution qui s'appelle Unifrance qui prend en charge avec un soin, avec beaucoup de moyens, la distribution du cinéma français de par le monde. L'Espagne, et donc en parlant, je vous disais, l'ambassadeur Monsieur Alvarez, un ambassadeur qui regarde aussi ça avec beaucoup d'intérêt, on se rend compte que l'Espagne n'a pas d'équivalent. C'est-à-dire que finalement, les gens, je dirais les gens, les personnes qui sont engagées
dans la promotion du cinéma, dans la distribution du cinéma espagnol, dans ce que l'accompagnement du cinéma espagnol ailleurs qu'en Espagne, finalement, nous sommes, comme le dit très souvent Fernando Trueba avec son humour aigre-doux, vous êtes des missionnaires laïques du cinéma espagnol. C'est-à-dire, il n'y a pas un accompagnement comme il devrait avoir au niveau institutionnel. Là, je suis toujours optimiste, ceux qui me connaissent le savent et peuvent en attester. Je crois que si nous arrivons à résoudre certains problèmes politiques qui sont toujours vraiment des problèmes hérités du passé, la question catalane, la question toujours de la présence de ce passé qui ne passe pas, etc. Je crois qu'on pourra vraiment peut-être se consacrer plus à ce qu'est le fait culturel et la transmission de cette culture en dehors des Pyrénées. Mais là, actuellement, l'Institut Cervantes en Espagne aussi, qui est dirigé par un poète et dont la directrice culturelle est une personne qui a beaucoup travaillé pour la diffusion du cinéma espagnol, je crois que nous sommes dans ce moment où il va y avoir un après. Donc, si un jour je fais cette conférence dans 3-4 ans, j'espère que je vais vous dire vraiment c'est merveilleux. La sortie de ces 4 films dont je vais vous parler est accompagnée de vraiment une infrastructure qui va nous permettre de faire une communication au niveau national, etc. Alors, je vous dirais cependant que nous avons de très beaux ambassadeurs de cinéma, par exemple Rodrigo Sorogoyen. Et là, peut-être que certains d'entre vous me diraient, ah, les plateformes, ah, les séries de télévision. Vous savez que l'équipe du Festival de cinéma de Nantes n'a jamais renié des séries de télévision et nous avons été les premiers à programmer ces séries de télévision tous les ans. Et donc, nous savons qu'il y a une très très belle série de télévision, Antidisturbios, qui a été réalisée par Rodrigo Sorogoyen, toujours dans ce cinéma policier de genre, mais très très bien fait. Donc, voilà. Alors, si vous n'éditez pas plus, je ne peux plus sauver ma conférence parce qu'il me reste encore une dizaine de feuillets. Il y a une question. L'heure est tardive peut-être. Non, je ne sais pas si vous avez dîné ou pas. Il y a une question qui a été posée, je te la lis dans le chat. Comment sont choisis les films espagnols qui vont être diffusés à l'étranger, et notamment en France, en fonction de leur thème, en fonction de la reconnaissance internationale des acteurs ou du réalisateur ou du producteur? On en a un petit peu parlé, mais… Oui, j'en ai un peu parlé, donc voilà. C'est un petit peu la question que j'ai posée et à laquelle j'aurais aimé avoir une réponse parce que il n'y a pas une réponse qui soit vraiment rationnelle et qui puisse vraiment être l'objet ou être lieu de démonstrations pour les choix qui sont faits. Et je vous ai dit, par exemple, pour la Isla Minime, je pense que les choix du distributeur, qui était un petit distributeur, a été un choix cinématographique. Quand le film est sorti, nous avons eu la chance de passer le film à l'opéra. Le distributeur est venu à l'opéra voir le film. Il y avait d'autres distributeurs, mais quand il achetait le film et le droit de passer, il ne savait pas du tout que le film allait marcher. Donc, il achetait parce qu'il pensait que c'était un film très bon. Et il disait toujours sur la première image. Les autres, c'est souvent, évidemment, Almodovar n'a pas besoin des distributeurs, je dirais, si, il a besoin, mais c'est quand même, il est coproduit par Pathé. Donc, il est évident que là, les distributeurs Pathé, tous les films d'Almodovar ont une distribution évidente. Pour d'autres réalisateurs, c'est l'acteur. Donc, on sait que, par exemple, Javier Bardem, Penélope Cruz, et puis d'autres actrices et acteurs du cinéma. Là, maintenant, Antonio de la Torre, je suis sûr qu'il va avoir des rôles très, très importants, puisque c'est quand même quelqu'un qui a été, entre guillemets, repéré par ses derniers films, etc. Sorogoyen, c'est quelqu'un, le jeune réalisateur de Madre, El Reino
etc. C'était un réalisateur qui a aussi, là je peux le dire, il était à Nantes pour présenter un film et déjà son distributeur de ce film lui proposait la coproduction du suivant. Donc, il y a chez ces gens-là aussi, comme je dirais, parce que je vous ai dit que c'était quand même un produit aussi, un film, aussi cette sensibilité de ce que le marché pour ce film et quel sera le public. Et le public est étudié comme un marché. Je sais que par exemple à Amenábar aux États-Unis, quand il a réalisé le film Los Otros, il n'avait jamais assisté à ça, aux États-Unis, son producteur, avant de faire le montage final du film, avait montré ce film à un échantillon de spectateurs. Et en fonction de cette réaction, la fin du montage était faite. Donc, c'est exactement comme quand on fait la promotion d'un produit. Et c'est un marché. C'est ce qu'on appelle le marché du film. Donc, quand on va dans des festivals, des grands festivals, on voit bien que les gens sont en train de vendre leurs films. Et ici, quand on invite des distributeurs, souvent, la réaction du public dans nos salles sert de test pour que les distributeurs disent « Ah, mais ce film, peut-être ça vaut la peine parce que s'il a marché, il a fait tant d'entrées, l'engouement du public, les questions posées, etc. » Donc voilà. L'acteur est un élément de vente sans aucun doute. Donc je dirais simplement que bon, on attend l'ouverture des lieux de culture, pas uniquement du cinéma, des lieux de culture, et que je pense que pendant cette période, il faut la mettre à profit pour au moins, puisque les librairies sont ouvertes, que les librairies aussi proposent des scénarios, des ouvrages de films, des films aussi voir. Et puis notre page web du festival, donc Fabien Bost nous fait finalement régulièrement cette actualité du cinéma avec des liens pour aller voir des sorties de films et la presse espagnole que vous pouvez aussi consulter. C'est une presse qui parle très souvent du cinéma et actuellement, donc je terminerai en croisant les doigts en faveur d'un jeune réalisateur qu'on achève avec son film Eva Newt qui va concourir pour les Césars au meilleur film étranger. Ce serait extraordinaire parce que ce serait vraiment la nouvelle, toute nouvelle génération de 30 ans, en quelques années, qui arriverait à avoir ce prix. Et là, ce serait une récompense pour l'ensemble du cinéma espagnol. Mais je vous dis ciao, à bientôt. Je vous embrasse tous de loin, puisque on peut s'embrasser autrement. Merci de votre écoute et on se retrouve bientôt au cinéma et sinon, ben, dans nos pensées. À très bientôt. Merci.